Bonsoir à tous nos auditeurs. Ce soir, nous nous réunissons pour une émission un peu spéciale, Repenser l'écologie. Une émission importante dont le cercle Aristote est très fier. Repenser l'écologie, c'est une émission qui souhaite laver le terme de son instrumentalisation et de ses vernis idéologiques. L'écologie est en effet un sujet trop sérieux pour être laissé à de mauvaises mains, celle de Sandrine Rousseau ou des hommes en jet privé. Après la COP27, il faut repenser l'écologie loin de l'alliance des financiers et des jeunes aux cheveux roses. Montrer le grand écart entre l'écologie politique et ses effets, sortir l'écologie de ses contradictions. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir Philippe Murer. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Merci pour Murer est l'invitation. avec plaisir, merci à vous. Vous êtes économiste et écologiste français, connu et reconnu, notamment auteur de Comment réaliser la transition écologique et sortir du capitalisme du désastre. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la thématique de l'agriculture, qui est un des enjeux majeurs de notre chère France. Donc, repenser l'écologie, l'agriculture avec Philippe Murer. On pourrait commencer par une introduction, un état des lieux sur les promesses de l'agriculture verte. Avec plaisir. Alors, le titre exact du livre, c'est Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. Parce qu'effectivement, il s'agit d'un défi pour l'avenir. Ça fait des années d'ailleurs que les gouvernements nous disent qu'ils vont réaliser ce défi, avoir une agriculture verte, aller vers une agriculture durable, aller vers le biologique, l'agriculture biologique. Et pourtant, en fait, on constate que dans les faits, ça avance pas très vite. Alors, je vais, malheureusement, en direct, on ne peut pas afficher comme ça les graphiques, c'est un petit peu compliqué. Donc, je parlerai des documents 1, 2, 3, graphique 1, 2, 3, mais les gens du direct n'auront pas cette chance de les avoir. Alors, dans les faits, quand on regarde sur le document 1, en fait, les pesticides, la consommation de pesticides en France a légèrement baissé ces 2 dernières années, mais elle est relativement stable à 50 000 tonnes par an. Le nombre de surfaces bio, c'est le document 2, augmente lui rapidement. Ça, c'est un point positif. On est passé d'environ 1% en l'an 2000 à 10% de surface bio en l'an 2020. Mais tout ça, on le verra, a forcément des limites. Et les limites, il semble qu'on les touche aujourd'hui sur le bio, c'est-à-dire qu'avec la population française qui s'appauvrit, on a une baisse de pratiquement 10% de la consommation d'alimentation bio en France en 2022. Et ça pourrait continuer en 2023 avec l'appauvrissement des Français, ce qui montre d'ailleurs que l'écologie peut se faire dans un pays riche et pas dans un pays qui s'appauvrit. C'est évidemment infiniment plus compliqué. Sur les cantines bio, dont le gouvernement nous rabat les oreilles depuis, les gouvernements depuis 20 ans, eh bien, on est arrivé aux chiffres qui restent quand même très très faibles, d'environ 5% de cantines bio, alors que ça fait 20 ans qu'on parle de tout cela. Donc le mouvement, vous voyez, il est très très lent. Il est lent, il est difficile à obtenir aujourd'hui avec les méthodes du gouvernement, et surtout, c'est compensé par un retour à plus d'intensif de l'autre côté. On le verra par exemple avec l'extension, l'augmentation constante des surfaces des fermes, donc qui sont exploitées par un agriculteur. Et pourtant, on a une prise de conscience citoyenne qui est vraiment générale sur le sujet, où les gens veulent à la fois défendre les agriculteurs, défendre l'environnement, défendre la santé et défendre aussi, bien sûr, le goût des aliments qu'ils ont dans leur assiette, puisque les produits biologiques ou équivalents ont un goût effectivement bien meilleur que les produits conventionnels qui ont été faits et bas de gamme qui ont été faits avec de l'agriculture intensive, bien entendu. Je voulais préciser que je ne vais jamais jeter la pierre sur les agriculteurs. Ce sont des gens qui font un métier extrêmement difficile, ne comptent pas leurs heures, souvent ils travaillent même le week-end, au moins une partie du week-end, ils gagnent très peu d'argent. On sait que selon les années, il y en a un tiers qui sont à des, j'ose même pas le dire, au RSA, quoi. Je ne sais pas, cette année, je n'ai pas vérifié sur cette année, mais il y a quelques années, un tiers était au RSA. Donc, c'est vraiment, ils sont dans une condition dramatique. Et surtout, c'est la technocratie qui leur a imposé ce modèle d'agriculture. Et maintenant, l'agro-business qui leur impose ce modèle d'agriculture pour lequel ils ne sont forcément pas faits. Donc, dans les faits, on a la surface des champs qui augmente et on le voit sur la figure 3, le document 3, c'est-à-dire que la surface des fermes françaises, en 20 ans, elle est passée elle a pratiquement doublé. Donc, on voit que malgré le développement du bio, on a quand même des phénomènes
compensatoire d'intensification qui arrive à continuer. L'élevage industriel, il continue. On sait qu'en France, on a une ferme des 1000 vaches qui s'est installée, mais dites-vous bien qu'en Allemagne, il y en a plus de 300 de fermes des 1000 vaches. Donc, ce mouvement continue et donc, il va falloir absolument faire quelque chose puisqu'on se situe réellement dans une triple impasse. Les paysans vivent mal de leur travail et un certain nombre, on le sait, se suicident à cause de cela. Les consommateurs s'empoisonnent, on va le voir, ils s'empoisonnent petit à petit par des résidus de pesticides et la malbouffe, et la terre et la nature s'abîment. Donc cette triple impasse, il faut la résoudre, et ça sera le sujet de cet exposé, et à la fin de donner même des solutions politiques concrètes et réalistes. Merci pour cette introduction. Donc en première partie, on peut évoquer donc la course au rendement et aux pesticides dans l'agriculture. Avec grand plaisir. En fait, c'est vrai que l'agriculture, depuis la période de 1945, a énormément évolué. Alors, c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Français avaient faim. En plus, ils avaient subi les tickets de rationnement pendant la guerre. Il n'y avait pas encore assez de nourriture. Et la solution évidente, ça a été d'avoir une agriculture qui produise de façon abondante. Ça s'est appuyé sur 4 facteurs. La mécanisation, les engrais minéraux, notamment à base de pétrole, le développement des pesticides, qui d'ailleurs viennent souvent de produits chimiques qui ont été développés précédemment pour différentes occasions, mais même pour la guerre, et des espèces à haut rendement. Ça a permis de constituer, en fait, de développer une agriculture intensive qui produit beaucoup. On a eu un triplement, par exemple, des rendements de céréales et de certains légumes. Une production agricole qui a été multipliée par 2 en France depuis 1945, tout en passant de 5 millions d'agriculteurs à 500 000, ce qui paraît même excessivement bas. Et l'alimentation, les Français s'y sont retrouvés puisqu'elle pesait 30% en fait des dépenses des ménages, 30% du poids des revenus des ménages, et elle pèse souvent en moyenne maintenant à peu près un peu plus de 15%. Donc les Français s'y sont retrouvés, mais aujourd'hui la belle histoire d'abondance a effectivement un vrai revers. On est passé d'une agriculture artisanale, basée sur la connaissance du terroir, à une logique industrielle. Et ça, tout le monde le sent. Sur injonction du politique et de l'agrobusiness. Alors, on se retrouve avec des champs qui sont énormément agrandis. Vous déplacez en France pour les vacances ou pour d'autres occasions et vous vous rendez compte que vous avez des champs de maïs maintenant en France comme aux États-Unis. 1 km², 2 km², des champs de tournesol gigantesques, même dans des terroirs très agréables. On a aussi fait un arrachage des haies petit à petit. Or, les haies sont très importantes parce qu'elles sont un refuge pour tous les auxiliaires de l'agriculteur, comme les coccinelles qui vont dévorer les pucerons, qui eux-mêmes dévorent les cultures sans cela, et aussi de toute une faune utile à l'agriculteur. On a aussi semé beaucoup moins d'espèces. Il y a eu une concentration vers des espèces à haut rendement sélectionnées pour des qualités spécifiques, mais le problème, c'est qu'on a perdu en diversité, donc plus de fragilité pour les maladies. Je donne un exemple. Dans le Nord, où il y a énormément de champs de betteraves, dans le nord de la France, évidemment que les ravageurs de la betterave, quand ils commencent par un champ, ils ont un espace absolument gigantesque pour se développer. Donc, ça demande d'arroser plus de pesticides pour contrôler les ravageurs qui eux-mêmes ne sont plus contrôlés du tout par l'écosystème. Il y a eu une hausse aussi des engrais qui a été utilisée, des engrais minéraux, avec l'abondance de pétrole et d'énergie fossile. Et puis, sur le côté élevage, ça a été un élevage industriel avec des poules en cage, avec des élevages de poules de 10 000 poules, de 100 000 poules, de 4 500 porcs, et donc un élevage ultra-industriel où les animaux sont stressés, la viande n'est pas de bonne qualité, et les animaux sont maltraités. Il y a un problème de bien-être animal. Donc tout ça, c'est le revers de la belle histoire, évidemment. Et ça a donné, par exemple, que des pommes les pommes fruits subissent 35 traitements chimiques pour arriver jusqu'au consommateur dans le pire des cas. Les pommes de terre subissent 7 traitements chimiques successifs. 20 traitements chimiques successifs, excusez-moi, j'ai confondu avec le blé qui, lui, nécessite 7 traitements chimiques. Et évidemment, quand vous faites tous ces traitements chimiques, il reste des résidus de ces poissons sur la peau de ces produits, même à l'intérieur, et donc les êtres humains en consomment une partie, sans compter l'agriculteur qui lui-même le récupère, en consomme involontairement
en inhale ou en met sur ses mains quand il travaille dans ses champs. L'agriculture, c'est donc 50 000 tonnes de pesticides en France, dont 20% sont très toxiques. Ces pesticides, le problème, c'est que ce sont du poison. C'est du poison pour tuer le vivant. Alors, c'est pour tuer les petites bêtes, les ravageurs. Donc, ça peut être pour tuer les mauvaises herbes, pour tuer les champignons, les petits champignons, micro-champignons, pour tuer les insectes et tous les ravageurs possibles. Ce qui est important à comprendre, c'est que entre l'humain et ces toutes petites bêtes, il y a quelque chose, il y a plein de choses qui sont équivalentes. On a des cellules, on a tous des mitochondries, on a tous de l'ADN, on a tous des hormones quand on compare aux animaux, on a un système nerveux qui est pas si, voilà, comme les insectes ont un système nerveux. Et en fait, il serait illusoire de croire qu'on tue par ces mécanismes, en fait, en s'attaquant à ces mécanismes de base de la vie, les petites bêtes, et qu'on n'affecte pas les grandes bêtes que sont l'homme. On les tue pas directement parce qu'ils sont plus gros, mais on affecte très clairement leur santé, on va le voir par la suite. Alors, je vais vous donner immédiatement un exemple d'ailleurs. Une nouvelle classe de pesticides contre les champignons, ce qu'on appelle des fongicides, les SDHI. En fait, s'attaquent aux mitochondries des champignons pour les détruire. Ils sont très utilisés. Le problème, c'est comme on le voit sur le document 4, c'est que ces champignons s'attaquent aussi aux cellules humaines, aux mitochondries des cellules humaines. Pardon, ce pesticide s'attaque aux mitochondries des champignons, mais aussi aux mitochondries des cellules humaines. Donc, ils sont toxiques pour l'humain, comme le dit des gens qui travaillent, des chercheurs qui travaillent au CNRS. Donc, on est vraiment dans une course au moins disant et au moins cher et au dangereux. Et cette course au moins disant et au moins cher devient relativement incontrôlable. Au départ, c'était une volonté politique du gouvernement français, reconnaissons-le. Puis, c'est devenu une volonté politique de l'Union européenne qui détermine depuis plus de 20 ans la politique agricole commune, et donc la politique agricole de la France dans ses grandes lignes, qui signe les accords de libre-échange agricole, c'est-à-dire qui régulent les importations ou les exportations avec les autres produits. Et finalement, on se retrouve avec des agriculteurs broyés, obligés de s'aligner en termes de prix sur tous les pays de l'Union européenne, dont les plus pauvres comme la Bulgarie, comme la Roumanie, comme la Moldavie pour les pommes, ou les pays comme d'Amérique latine, comme le Brésil, l'Argentine, pour le soja, pour le maïs, vers les États-Unis, bientôt l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont d'énormes producteurs agricoles. Eh bien, les agriculteurs n'ont pas de choix. Il faut qu'ils fassent une agriculture intensive et pas chère, sinon ils disparaissent. Parce qu'il faut bien comprendre que, bien sûr, on peut faire des choses extraordinaires dans les marchés du vin, du fromage, parce que là, on est sur le produit de luxe, et que les consommateurs qui en consomment, il y a une partie de ces produits où ils regardent peu le prix, mais sur l'essentiel des prix des produits agricoles, les gens regardent les prix, et là, nos agriculteurs sont obligés, dans la course au moins 10 ans mondiale, ou de disparaître. Et les politiques français, vous le voyez bien, ne peuvent pratiquement rien faire, même s'ils font beaucoup de théâtre politique, puisque la politique agricole commune, c'est l'Union européenne qui la décide, à 27 pays, et les accords de libre-échange, donc la régulation des importations et des exportations, c'est aussi l'Union européenne qui la décide. On a même quelque chose de pire, c'est qu'on a 25% aujourd'hui des produits importés en France qui ne respectent pas les normes françaises. C'est un rapport du Sénat qui l'explique. Vous voyez que nos agriculteurs sont dans une concurrence totalement déloyale avec le monde entier. Et quand je parle des normes françaises, évidemment, les normes françaises sont quasiment les mêmes que les normes européennes par définition. On a le même problème sur l'élevage. En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 300 fermes des 1000 vaches en Allemagne. Or, en France, vous voyez que ça pousse forcément les agriculteurs français soit à faire des fermes des 1000 vaches pour être compétitifs en termes de prix, soit de fermer. Comme les Français ne veulent pas de ferme des 1000 vaches, eh bien, fondamentalement, ça condamne les agriculteurs français, les éleveurs français sur les vaches à être dans des positions de plus en plus difficiles. Sur l'élevage, en fait, on a une industrialisation de l'élevage en France qui est aussi poussée par l'industrialisation de l'élevage. Partout dans le monde, c'est ça ou mourir. Et on arrive à des pratiques qui sont absolument terribles pour les agriculteurs, qui sont contraires à leur dignité. C'est-à-dire que sur un élevage de porc, je vais donner une des pratiques les pires, en fait. Sur l'élevage de porc,
vous avez 4500 porcs donc, qui sont élevés par un seul éleveur. Ces porcs qui font plus de 100 kilos sont élevés dans des surfaces de moins d'1 mètre carré. Ils sont tellement stressés parce qu'ils ne voient jamais le jour, ils sont sur des sols qui ne leur conviennent pas sur la terre, que finalement, ils finissent par mordre les porcs d'à côté. Donc, ce que font les éleveurs, et ils n'ont pas le choix, c'est de meuler leurs dents et voire de couper les queues. Vous voyez, donc on est vraiment dans quelque chose de terriblement violent. C'est ça, la viande d'élevage. C'est pour ça, d'ailleurs, que les animaux sont hyper stressés, que la viande est de mauvaise qualité, malheureusement. Mais le système, aujourd'hui, nous conduit vers ça et nous conduit en même temps vers une forme de destruction de l'élevage français parce que les éleveurs français ont du mal avec ce genre de pratiques agricoles. Je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous pourriez nous rappeler à destination de qui sont ces produits de l'agriculture intensive et de l'élevage intensif? Donc, c'est par exemple ces porcs que vous mentionniez. Où est-ce qu'on va les retrouver dans notre quotidien? Là, on va les retrouver en supermarché dans tous les produits peu chers, quoi. Voilà. Si vous prenez les produits, même la gamme assez élevée, dans les produits, dans les jambons, vous allez avoir la gamme de prix assez élevée, même en supermarché, vous aurez des élevages raisonnables. C'est-à-dire qu'on est dans des élevages, par exemple, label rouge. L'élevage label rouge, je donne un exemple sur les poules, c'est un élevage avec beaucoup moins de poules. Et en plus, ces poules sont, par exemple, sur des sols en terre battue, sur un seul étage, et elles peuvent se balader en plein air. En fait, elles ont un parcours en plein air, elles peuvent aller dans les champs et revenir dans l'élevage. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'élevage ultra artisanal, mais on est dans l'élevage où l'animal, en fait, s'en sort. Le problème, c'est que le prix, il est 30% plus cher, au moins, que l'élevage industriel, mais vous avez des aliments de qualité, un éleveur qui est dans sa dignité, dans son travail, et bien entendu, pour les animaux, pour le bien-être animal, c'est beaucoup mieux. Mais une grosse partie de la viande produite aujourd'hui est produite dans ces élevages, et personnellement, moi, j'ai le plus grand mal à la manger parce que je trouve la qualité se ressent, la mauvaise qualité, le stress des animaux finit par se ressentir sur le goût des aliments. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le remarque personnellement. Non, je pense que c'est un constat que beaucoup de personnes font et en fait une des problématiques pour les Français, c'est souvent une question de moyens puisque la viande de qualité de fait est plus chère qu'une viande d'élevage intensif. Donc là, on a un peu la vision, le côté horrifique de cette réalité française agricole et de l'élevage. Je crois que vous vouliez parler de Lydia et Claude Bourguignon qui ont fait un travail de fond intéressant sur l'agriculture durable. Exactement. Alors, je vais parler d'eux, mais avant, je vais faire une petite partie sur les pesticides, si ça vous embête pas. Avant d'aller vers le rêve, continuons malheureusement dans le pire, parce que les pesticides, j'en ai pas tout à fait assez parlé. Je voulais faire comprendre aux gens pourquoi vraiment ces produits sont fondamentalement dangereux. Je vais prendre 5 minutes pour ça, si vous me permettez. Donc, en France, il faut comprendre qu'on a 100 familles différentes de pesticides, 300 molécules de pesticides différentes et 8000 formules différentes qui sont commercialisées. Donc, les pesticides, ça peut être pour désherber, enlever les mauvaises herbes, c'est le glyphosate qui est le plus connu. Ça peut être pour détruire les insectes qui vont manger les cultures, la pyrale du maïs, des larves, des champignons, etc. Ils sont utilisés à toutes les sauces et de façon considérable. Je voulais vous parler vite fait du glyphosate de Monsanto parce que j'ai un document qui est fait par Ouest France. C'est le document 5 que vous pourrez afficher sur l'écran qui s'appelle Glyphosate, la mort au bout des récoltes et qui se passe en Argentine. Pourquoi? Parce que au Brésil et en Argentine, c'est là où on utilise énormément de soja et de maïs OGM et avec relativement peu de précautions, peut-être sans doute encore moins qu'aux États-Unis. Il faut comprendre que ces plantes OGM, en fait, qu'on vous vend, comme si c'était des plantes qui fixaient de l'azote ou des choses comme ça, eh bien, dans les faits, concrètement, c'est essentiellement des plantes qui résistent quand elles sont douchées par du glyphosate. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour résister à l'herbicide glyphosate. Donc, vous plantez du soja, vous arrosez de glyphosate, et à ce moment-là, les mauvaises herbes meurent, donc le soja va bien pousser, et le soja lui-même, OGM, résiste et vit. Alors, dans le document de Ouest France, que se passe-t-il, en fait, concrètement en Argentine? En fait, en Argentine, on a des régions avec des champs de soja OGM à perte de vue. Et en fait,
les gens qui vivent dans des villages au milieu de ces champs, dont, bien entendu, les agriculteurs. Et il se passe des choses assez terribles en termes de maladies et qui ne sont pas anecdotiques. Alors, on va commencer par un aspect d'une personne, d'une famille qui parle, c'est le document 6. Donc, dans ce document de Ouest France, excellent, qui est en accès libre, et je vous conseille de lire, voilà ce qui est dit. Il parle, c'est une femme qui parle, elle dit alors, en fait, qu'il y a tellement de glyphosate qui est épandu que, en fait, il se disperse partout. Elle dit, à ce moment-là, il y a tellement de nuages qu'on ferme les fenêtres, on calfoque les portes, mais le produit pénètre quand même dans la maison et dans les organismes. La grand-mère a été victime d'un cancer des deux seins, la maman d'un cancer de l'utérus. Quant à la petite Milagro, 4 ans, elle est née prématurément avec une malformation cardiaque, opérée, mais qui lui interdit désormais tout effort, même de faire du vélo. Elle souffre également d'une bronchite chronique purulente, d'un prurigo de Besnier, de reflux gastrique, et qu'elle n'a même pas, cette jeune fille, de défense immunitaire suffisante pour fréquenter les autres enfants. Voilà ce que donnent les pesticides à doses relativement importantes. Dans le document 7, il y a juste un médecin, en fait, parce que les familles se sont regroupées en associations de victimes tellement les maladies explosaient. Et en fait, il y a des médecins aussi qui sont regroupés en associations de médecins pour dénoncer ça et dénoncer notamment le fait qu'il y a 2 fois plus de cancers dans cette zone de soja OGM que dans le reste de l'Argentine, ce qui montre bien qu'il y a un problème. Voilà ce qu'il dit donc dans ce document. Dans la région, le cancer est la première cause de mortalité, alors qu'en ville, ce sont les maladies cardiovasculaires. Même s'il est scientifiquement difficile d'attester la causalité entre chaque cas de cancer et les pesticides, il rappelle les travaux prouvant le rôle de perturbateur endocrinien du glyphosate et observe la coïncidence de la carte des cas de cancer, en hausse depuis 15 ans, avec celle de la culture du soja. Donc on voit que ces pesticides peuvent être extrêmement dangereux, bien qu'il est difficile de prouver que ce soit celui-là, parce que finalement il y a le glyphosate, mais il y a d'autres pesticides qui sont épandus au même endroit. Mais en tout cas, la suspicion est absolument énorme. En plus de cela, si vous voulez, ce que répondent les scientistes, comme Géraldine Wolzner du Point ou d'autres, si vous disent oui, vous ne pouvez pas le prouver. Mais moi, je leur dirais, ce qui est étonnant, c'est que quand Monsanto est accusé de façon extrêmement violente par des associations de ces problématiques, notamment en Argentine, eh bien, il ne fait pas de contre-études pour montrer que son glyphosate n'est pas dangereux. Non, tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de balancer dans la presse des choses pour décrédibiliser ses opposants ou de balancer des fausses études scientifiques. Et là, vous allez voir que ça va vous rappeler une période récente, tout ce que je vais vous raconter, si vous ne le savez pas déjà. Dans le document 8, je parle des Monsanto Papers. On va parler des Monsanto Papers, et là, on a un article du Monde, que je vous incite à lire, qui est intéressant, qui dit Monsanto Papers, désinformation organisée autour du glyphosate. Le Monde montre comment la puissante firme américaine a fait paraître des articles coécrits par ses employés, voire écrits seulement par ses employés, et qui sont ensuite signés par des scientifiques contre les informations, pour contrer les informations dénonçant la toxicité du glyphosate. Par exemple, Monsanto a fait écrire par une toxicologue payée par Monsanto, salariée, en fait, une étude de 46 pages pour dire que tout allait bien dans le monde du glyphosate et que ce n'était pas si dangereux que ça. Ensuite, elle l'a envoyé à des scientifiques théoriquement indépendants qui l'ont signé et ils ont fait publier cela dans un journal scientifique où le nom de la personne de Monsanto était rayé. Il y avait que les 46 scientifiques indépendants. Voilà comment une étude scientifique qui est au départ faite par Monsanto, par des gens payés par Monsanto et donc qui sont quand même obligés de dire ce que qui ont beaucoup plus de difficultés à dire les choses, qui n'ont pas intérêt à dire que le glyphosate est dangereux, finissent par être des études scientifiques neutres, entre guillemets, signées par des scientifiques indépendants. Donc, on voit que ces firmes ont des pratiques terribles. Mais ça va beaucoup plus loin. Pour vous dire, le PCB, normalement, c'est pas un pesticide. Le PCB, c'est le produit probablement ou un des produits les plus dangereux chimiques qui a été inventé par l'humanité, par Monsanto. Monsanto savait que son produit était ultra dangereux. À côté de son usine, il y avait une rivière polluée où les poissons étaient tous morts, même la peau se décollait des os, mais ils n'ont rien dit, ils ont continué à le vendre. C'était vendu pour équiper des équipements électriques, à l'intérieur des équipements électriques. Ça a été arrêté très tard, beaucoup trop tard, et ça a contaminé pas mal d'endroits.
et la contamination dure sur plusieurs centaines d'années. Ce produit est extrêmement long à détruire, il est ultra toxique et long à détruire. Alors vous imaginez que ce produit-là, qui est ultra dangereux, il a été utilisé comme diluant de pesticides. Et c'est ça qu'on balance dans la terre. Et c'est ce qu'on voit sur le document 9. C'est un document qui peu de gens ont vu. Je l'ai trouvé sur le site de l'Union européenne, c'est orlex.europa.eu, et en fait qui dit les PCB, utilisation en tant que diluant de pesticides. Donc c'est ça qu'on balance dans la terre sur les récoltes et ça que vous allez manger. Un des produits les plus toxiques de la planète. Dernière chose sur les pesticides, je voulais parler parce qu'il n'y a pas que Monsanto, il y a aussi Syngenta et l'atrazine, pour montrer le rôle et le problème de les perturbateurs endocriniens. Parce qu'une quantité très importante de pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Alors l'atrazine, c'est un pesticide qui est encore utilisé aux États-Unis de façon très bizarre, alors qu'il est interdit en France depuis 2003. Il faut savoir que ce pesticide a une durée de vie très longue, notamment ses résidus, et qu'en fait, ce pesticide continue, alors qu'il a été interdit il y a 20 ans, à polluer des nappes phréatiques en France et à poser des problèmes d'eau potable dans certaines communes de France. Il a été interdit il y a 20 ans. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire donc de ce pesticide atrazine qui est un herbicide, avec un chercheur de très grand niveau qui s'appelle Tyrone Hayes, un chercheur de l'université de Berkeley. C'est-à-dire c'est une des universités les plus réputées des États-Unis. Ce chercheur, en fait, a eu un contrat en 1998 avec Syngenta, la firme suisse de pesticides, pour vérifier si l'atrazine était un perturbateur endocrinien ou non, en plus d'être un pesticide qui est forcément un peu dangereux. Tyrone Hayes, donc, il a ce contrat, il étudie en faisant des dosages, si je ne me trompe pas, de 3 particules par milliard, donc des dosages extrêmement faibles d'atrazine, voilà, dans de l'eau, et il étudie ce que ça donne sur les grenouilles qui sont dans cette eau ou autour de cette eau. Et là, il se rend compte d'un truc complètement fou, c'est-à-dire que ces grenouilles sont complètement perturbées dans leur système hormonal, système d'ailleurs qui est proche du système hormonal des humains, c'est très étonnant, mais ça fonctionne comme ça dans la nature. Et ces grenouilles, en fait, par exemple, peuvent développer des ovaires et des testicules en même temps. Voilà, je vous mets en document 10 une des études de Tyrone Hayes sur ce sujet qui dit l'atrazine induit une féminisation complète et une castration chimique chez les grenouilles mâles à griffes africaines. Donc, il se rend compte de ça, ce chercheur brillant. Et à ce moment-là, Syngenta lui dit « C'est très intéressant, mais on aimerait bien que vous refassiez cette étude. » Voilà. Et il lui donne des sommes absolument considérables pour refaire l'étude. Tyrone Hayes accepte, puis en fait, il réfléchit et puis il se rend compte que le but de Syngenta, c'est de faire traîner, de lui faire faire une nouvelle étude pour que l'ancienne étude ne soit pas publiée et qu'il ne divulgue pas ses résultats. Cet homme-là, qui est un homme sain, quand il voit et qu'il comprend cela, il publie, il montre les résultats. Et à ce moment-là, il y a une tornade qui s'abat contre lui. Donc, Syngenta lui faisait faire des études, et là, Syngenta fait tout pour le décrédibiliser, et vous trouvez, si vous cherchez sur Google, des choses dans la presse américaine qui expliquent comment Syngenta a essayé de décrédibiliser, de tuer scientifiquement Tyrone Hayes. Donc, voilà comment procèdent les grandes firmes agrochimiques. Quand il y a un lanceur d'alerte, on essaye de créer des doutes sur l'étude de ce lanceur d'alerte. Et en fait, ça vous rappelle évidemment ce qui s'est passé depuis 2-3 ans en France avec certains problèmes médicaux qu'on a connus. En fait, très clairement, vous voyez, c'est comme ça que Syngenta a réussi à continuer à faire autoriser ce pesticide aux États-Unis, alors que ce pesticide a été interdit en France, et à juste titre, il y a plus de 20 ans. Dernière chose que je voulais vous dire sur les pesticides, n'oubliez jamais que les études pour commercialiser les pesticides en disant que ces pesticides ne sont pas trop dangereux sont réalisées et payées par les fabricants de pesticides qui ont donc tout intérêt à faire en sorte que l'étude soit la plus favorable pour eux. Donc, les conséquences de tout cela, pour résumer, elles sont terribles parce que les pesticides, on a dit que c'était des poisons dangereux, très dangereux pour les petites bêtes qui les tuent et dangereux pour les grandes bêtes comme nous. Les pesticides, ce sont aussi des perturbateurs endocriniens.
à l'état de trace, certes, mais des perturbateurs endocriniens quand même, et qui sont donc présents dans nos aliments. Le document 11 vous montre que les pesticides présents dans nos aliments, en fait, dans 45% des échantillons, en fait, il y a des résidus de pesticides. C'est une vieille étude de l'Union européenne, mais j'ai regardé sur Internet, il y a plein d'articles, des études qui ont été faites par Que Choisir récemment, qui montrent qu'on a toujours ce problème de traces de pesticides dangereux pour l'homme, donc puisque perturbateurs endocriniens dans nombre d'aliments. Cette liste de pesticides perturbateurs endocriniens, elle fait 13 pages. Elle a été établie par le gouvernement français. 13 pages de perturbateurs endocriniens. Les conséquences pour l'homme, elles sont mauvaises pour la santé. Je les décris amplement dans mon livre, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. J'explique l'augmentation des cas de cancer, l'augmentation des cas d'autisme. Tiens, ça, on peut s'y attarder et on va le dire. On va le montrer avec le document 12. Ce document 12 vous montre qu'aux États-Unis, on a eu une multiplication par 80 de l'autisme en 40 ans. En France, on n'a pas de chiffres sur les sujets. Par 80 en 40 ans, et apparemment, ça continue depuis quelques années à augmenter. Puisque là, moi, l'étude que j'avais s'arrêtait en 2014. Alors certes, il n'y a pas que les pesticides, il y a les autres polluants chimiques, mais c'est absolument catastrophique. Si vous cherchez aussi, vous allez trouver des études faites par des scientifiques très sérieux sur la fertilité et qui montrent la baisse de fertilité générale chez les jeunes occidentaux depuis 40 ans, qui est liée certes aux pesticides et aussi aux autres produits chimiques, mais les pesticides en font partie. Pour la nature, pour l'ensemble du vivant, on a clairement une disparition des insectes. Moi, je vais vous le dire de manière très simple. Vous pouvez le voir par vous-même. Il y a 30, 40 ans, quand vous voyagez sur une route pour aller, par exemple, à 400 km de là, ou même sur l'autoroute, vous aviez énormément d'insectes qui s'écrasaient sur vos pare-brises. Vous aviez 50, 100 insectes qui s'étaient écrasés sur votre pare-brise. Aujourd'hui, quand vous avez 2 impacts d'insectes en ayant fait 400 km, c'est le maximum. Donc, on voit par cette expérience que nous vivons nous-mêmes qu'il y a de moins en moins d'insectes. D'ailleurs, on le voit sur le document 14, des scientifiques du CNRS eux-mêmes et des études montrent que 80% des insectes ont disparu, un tiers des oiseaux sur la même étude, des abeilles aussi, ça on la connaît, disparition des vers de terre, 80% des vers de terre ont disparu, de la microfaune des sols, donc on a l'ensemble du vivant qui est affecté. En fait, les pesticides, on en trouve partout, dans l'air, dans les sols, dans les eaux, et même dans des traces dans les aliments. Ça reste des traces de tout cela. Ce n'est pas des quantités gigantesques, mais ces quantités de ce poison suffisent pour abîmer le vivant en général. Et les pesticides sont en train vraiment de détruire le vivant, même si, reconnaissons-le, il y a des petits progrès qui sont réalisés, mais à quel prix? Mais il y a des petits progrès qui sont réalisés en France depuis quelques années. Voilà, j'ai fini donc cette présentation sur les pesticides. Merci pour cette première partie. On peut passer maintenant à Lydia et Claude Bourguignon à propos de l'agriculture durable. Tout à fait. Ce sont 2 ingénieurs agronomes qui sont en couple et qui font des travaux remarquables. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Moi, je cite ceux-là. Il y a beaucoup d'autres gens très intéressants sur l'agriculture. Mais lui, en plus, il a une petite vision politique qui le rend d'autant plus intéressant. Une vision sur les sols aussi, qui doivent être vivants. Et lui, il dit il y a beaucoup de sols morts qui est très intéressant. Donc, je vous encourage à acheter son bouquin qui s'appelle « Manifeste pour une agriculture durable ». Enfin, leur bouquin, « Manifeste pour une agriculture durable », qui est un bouquin qui coûte seulement quelques euros. Je vais vous le résumer très brièvement. En gros, il dit que toute la révolution agricole, donc, dont on a parlé du XXe siècle, c'est une révolution agricole qui voit l'agriculture d'une manière simpliste. En gros, le sol, c'est un support sur lequel on épand des engrais et on met de l'eau pour faire pousser des plantes. Des plantes qui elles-mêmes sont de plus en plus sélectionnées, donc de plus en plus performantes pour certaines choses, mais de plus en plus fragiles aussi, de moins en moins diversifiées. Et tout ça, c'est une conception finalement industrielle du vivant, réduit à une masse de molécules. Voilà ce qu'il pense. Il dit qu'aujourd'hui, la mondialisation est une catastrophe pour le monde agricole. Donc là-dessus, il rejoint le cercle Aristote et moi-même, parce qu'elle pousse à une course au moins-disant. Il explique que la survie est de plus en plus difficile pour les agriculteurs, et ça, c'est une réalité.
D'ailleurs, il y a un ex-député macroniste qui, hier, il s'appelle Jean-Baptiste Moreau, et hier, au Salon de l'agriculteur, il a expliqué que l'agriculture française est en danger de mort. Donc, ce monsieur était député de Macron les 5 dernières années. Là, il n'a pas été reconduit. Donc, on se retrouve finalement, comme le dit Bourguignon, avec des sols qui sont très abîmés puisque les vers de terre ont disparu. La microfaune des sols a disparu parce qu'elle a été arrosée de pesticides et d'engrais minéraux. Et tout ça, c'est des sols qui ne sont plus vivants, donc qui n'absorbent beaucoup moins l'eau, ce qui explique le problème d'inondation qui est plus récurrent aujourd'hui qu'il ne l'était avant. En plus de ça, les semences standardisées qui ne sont pas adaptées au terroir, voilà, posent aussi problème pour ce mode agricole, avec la mondialisation et la course au moins 10 ans. Donc il faut absolument, nous dit Claude et Lydia Bourguignon, revenir à une agriculture beaucoup plus saine, plus traditionnelle, en prenant les apports des techniques d'aujourd'hui. Donc pour lui, revenir à une agriculture saine, c'est gérer un écosystème naturel, avec respect. C'est-à-dire, ça nous permet, tout cela, de produire des aliments sains et gustatifs. Bon, là-dessus, personne ne pourra être contre ce qu'il dit et contredire ce qu'il dit. Il dit, le but, c'est de conserver un sol vivant. C'est-à-dire, pour conserver un sol vivant, bien, il faut arrêter de balancer des engrais minéraux partout. Il faut avoir des engrais plus naturels, et on verra comment. Il faut arrêter de balancer des pesticides partout, de travailler de façon excessive le sol. Donc lui, par exemple, pour garder un sol vivant, voire régénérer un sol, il explique qu'il faut amender le sol avec des débris végétaux, et tous les gens qui jardinent le savent, parce que ces débris végétaux sont ensuite détruits par la microfaune, par les vers de terre, qui eux-mêmes aèrent la terre, et on se retrouve avec de l'humus, une meilleure qualité de sol, et un sol qui est perméable. En fait, le sol se régénère comme ça si vous mettez des débris de bois ou des débris d'herbe dessus. Il faut aussi des haies, des talus et des fossés pour abriter en fait les auxiliaires de culture qui limitent les ravageurs, qui sont par exemple les coccinelles, mais aussi les oiseaux, pour avoir une sorte d'équilibre dans l'écosystème. Un écosystème équilibré est un écosystème où il n'y a pas de prolifération des ravageurs. Après la récolte, donc la technique qu'il propose aussi, qui est une technique que proposent beaucoup d'autres, qui est très intéressante, c'est que aujourd'hui vous récoltez votre blé, vous coupez donc le blé à ras. Eh bien, ce qu'il explique, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser d'ailleurs déjà les épis de blé, enfin, pas les épis de blé, l'herbe du blé pour amender le sol par la suite. Bon, et si on veut la garder, pourquoi pas, mais surtout d'utiliser, en fait, de planter au moment où on a coupé le blé, des plantes qu'on appelle des plantes intercalaires. Ces plantes, elles ont pour fonction de pousser et d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc, elles poussent dans le champ très rapidement. Donc, elles chassent les mauvaises herbes, donc plus besoin de pesticides. Elles préservent le sol du soleil, de la sécheresse, etc. Ça, c'est une deuxième bonne raison. Et en fait, ces herbes seront détruites quand on voudra replanter du blé. En fait, elles seront détruites par un rouleau spécial qui permet d'écraser et de détruire ces plantes et de laisser à ce moment-là ces plantes sur le sol qui vont protéger le blé et le blé germer et repousser. Donc ça, c'est une technique tout à fait intéressante. L'autre chose dont il parle, qui sont des questions de bon sens, c'est des rotations des cultures qui soient suffisantes avec des semences qui sont adaptées au terroir et donc moins fragiles, qui ont besoin de moins d'engrais, etc. Dernière chose qu'il demande, c'est récupérer les déchets alimentaires des villes pour les renvoyer aux champs. Donc, en fait, tous les déchets alimentaires des villes soient compostés pour être renvoyés à la terre. Sinon, évidemment, la terre finit par diminuer au bout d'un certain moment. Donc, tout son projet, c'est en fait de faire un agriculteur finalement qui utilise plus de pesticides, d'engrais minéraux, qui utilise beaucoup plus de choses naturelles, même uniquement des choses naturelles, qui à ce moment-là a beaucoup moins de coûts, puisqu'il n'a pas besoin d'acheter des pesticides à Monsanto, Bayer, Syngenta. Donc là, il a des coûts réduits. Il a besoin aussi, il n'a plus besoin d'engrais minéraux, donc il a des coûts réduits. Il a besoin de moins de mécanisation de son agriculture, de tracteurs, donc il a des coûts aussi réduits. Évidemment, au global, ça fera une production légèrement plus chère, mais pour des produits de bien meilleure qualité. Et donc, c'est tout à fait intéressant puisque ça va aussi complètement régénérer la nature, puisque c'est une agriculture 100% biologique qu'il propose
Et donc, tout le problème, c'est comment on mettra politiquement en musique ce genre de solution. Alors justement, avant de passer sur ces solutions politiques, c'est une question qui revient dans le chat. Il y aura, quand vous dites que donc ça sera légèrement plus cher cette production, est-ce que elle sera, alors elle sera un peu plus chère, mais est-ce qu'elle sera suffisante au niveau français? Bien sûr. En France, vous savez que la forêt, elle a énormément augmenté en taille. Aujourd'hui, on a 35% de forêt sur le territoire. Elle a plus que doublé en un siècle, la taille de la forêt. Il faut savoir qu'il y a une grande partie des terrains qui ne sont plus utilisés par l'agriculture, qui sont en jachère. On le voit aussi quand on se balade dans les régions. Donc, on a assez de surface pour, même si on a une baisse de 30% des rendements, 20-30% des rendements en passant à de l'agriculture biologique menée de façon très efficace, on a bien assez de surface pour nourrir la France. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Sachant qu'en plus, il y a la permaculture qui, elle, a des rendements comparables, voire supérieurs à l'agriculture conventionnelle. Mais bon, là, la permaculture, c'est quasiment de l'art pour l'instant. On ne peut pas dire que ce soit une technique que tout le monde peut maîtriser. C'est une technique compliquée. Il faudra l'étendre, mais ça sera long, je pense, à généraliser. C'est très clair. Donc cette agriculture durable, pour la mettre en place, on va avoir besoin de solutions politiques. Donc je vous laisse nous donner les clés pour mettre en place cette agriculture durable. Avec grand plaisir. Une agriculture durable, c'est une agriculture qui est à 100% biologique. Alors, je vais faire le scénario où on arrive à l'agriculture 100% durable, donc 100% biologique. Alors, est-ce que c'est possible? On va tester ensemble ce scénario. Donc aujourd'hui, on a une surface de bio de 10% qui croît en moyenne depuis 10 ans de 15% par an. On a une part de l'alimentation bio qui est de 6 à 7%. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le bio est plus cher. C'est ça qui est le frein réel, en plus de l'absence de volonté politique. Parce que si le bio était au même prix que l'alimentation traditionnelle, il pourrait remplacer très facilement l'alimentation traditionnelle. Moi, la solution que je propose, c'est une solution qui est basée sur faire en sorte que le bio soit au même prix, finalement, que le produit traditionnel. Alors, pour ça, on n'a pas 10 000 solutions. Pour faire des changements aussi radicaux, il faut la planification. Donc, comme je sais qu'au Cercle Aristote, vous êtes des adeptes de Sapir, voilà, qui a sorti un bouquin sur la planification, ça tombe bien. Ce qui est la planification qui nous permet de changer radicalement les choses. Moi, je propose une planification en 2 étapes. Première étape, c'est d'élargir le bio en 7 ans, en faisant en sorte qu'il atteigne la masse critique d'à peu près 25% de l'agriculture française. Il faut qu'il monte à une vitesse de 15% environ par an pour atteindre, dans les 7 années à venir, une part de 20-25% de l'agriculture française. Une fois qu'on a cette masse critique, on pourra généraliser dans un deuxième temps. J'expliquerai comment. Alors, comment élargir à 25%? Premièrement, c'est dans une France qui s'enrichit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas dans une France qui s'appauvrit et où les gens comptent la nourriture comme aujourd'hui et font des économies de budget sur la nourriture sans cesse. Donc déjà, c'est un système politique complètement différent. C'est un système politique, finalement, on aura pu faire un Frexit, sortir de l'Union européenne pour se réenrichir au lieu de s'appauvrir sans arrêt. De toute manière, pour changer l'agriculture, ça tombe bien, il faut aussi être hors de l'Union européenne. Alors, pour élargir à fond, il faudrait déjà que l'État paye rubis sur l'ongle les aides à la conversion aux agriculteurs bio. Parce qu'aujourd'hui, et ça fait des années que ça dure, l'État met beaucoup de temps à payer les agriculteurs bio, les agriculteurs quand ils transforment leur champ de champ conventionnel en champ biologique. Et c'est une période très compliquée où ils ont besoin d'aide, puisqu'ils ne peuvent pas vendre leurs produits comme bio, mais ils ont des coûts du bio. Donc les aides sont dues par l'État et il met parfois 1 à 2 ans pour les donner aux agriculteurs, alors qu'ils devraient les donner dès que l'agriculteur a fait ses déclarations proprement. Donc ça permettra d'augmenter beaucoup plus rapidement la production en incitant, en faisant en sorte que ce soit facile, plus simple pour les agriculteurs de passer au biologique. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire baisser le prix des fruits et légumes, qui sont l'essentiel aujourd'hui d'ailleurs des produits bio. C'est-à-dire qu'on a un problème. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les pommes aujourd'hui, elles s'achètent aux producteurs à 35 centimes d'euros. Vous, combien vous les payez quand vous les achetez dans votre supermarché ou dans votre magasin de légumes et de fruits? Dites-moi combien vous les payez.
Alors, je suis basée au Danemark, mais je les paye bien plus cher que le prix du producteur. Ça, j'en ai aucun doute. Euh, Ouais, on est en fait en France très souvent à 2 euros, 3 euros, 4 euros, voire 5 euros. Donc même dans des supermarchés, vous trouvez des pommes à 4 euros. Et donc là, il y a un problème parce que le paysan reçoit même pas 10% alors que c'est lui qui fait l'essentiel de travail. Les autres ne font que commercialiser. Donc là, on a un problème. Donc là, il faut que toute la chaîne logistique soit changée. Elle est sans doute beaucoup trop complexe. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait des gens qui m'aident à comprendre comment se forme ce coût, parce que c'est un coût. Est-ce que c'est parce que les fruits se baladent dans toute la France pour aller à Rungis, pour retourner derrière dans toute la France, très souvent, qu'il n'y a pas assez de Rungis locaux? Est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il y a un problème avec beaucoup trop de grossistes qui finalement prennent de la marge à chaque moment? Il y a des choses comme ça, mais je n'ai pas le détail malheureusement et je n'ai jamais réussi à trouver ce détail. Mais il y a une chose sur laquelle on a un levier qui est assez simple, c'est le fait qu'il y a parfois des marges très très élevées aussi, notamment en supermarché, dans la grande distribution, sur les fruits et légumes. Et d'ailleurs notamment sur les fruits et légumes bio où elles sont beaucoup plus importantes. Moi, ce que je propose, c'est que pour ces marges baissent et que le prix des fruits et légumes devienne beaucoup plus accessible aux Français, et notamment le bio, c'est de faire que, en fait, dans les supermarchés et chez les primeurs, en fait, soit affiché le prix de vente de vos pommes, par exemple 4 euros, et le prix d'achat en vrac à l'agriculteur, 35 centimes. Et là, vous verrez que plus personne n'osera mettre 4 euros de prix de vente pour des pommes, alors qu'ils les ont achetées 35 centimes en vrac chez l'agriculteur. Ça, c'est la première chose. Évidemment qu'il faut qu'il y ait une marge dans tout cela. Donc, il faut que le gouvernement explique que la pomme, si elle arrive 3 fois plus chère dans le supermarché ou chez le primeur 4 fois plus cher, c'est pas illogique. C'est votre pomme, elle devrait valoir 1 euro, 1,50 €. Là, on serait dans la logique. Par contre, quand il y a des abus, et il y en a beaucoup, où les pommes arrivent à 4, 3, 4, 5 euros, là, on est dans le délire. Ça, ce simple affichage permettra de faire baisser les prix. Comme le simple affichage, vous vous rappelez, de la consommation énergétique des produits électroménagers a fait drastiquement baisser la consommation électrique de ces appareils ménagers, parce que les fabricants ont fait attention à cela et immédiatement, il y a eu une amélioration absolument exceptionnelle. Troisième étape pour faire monter fortement le bio en France, passer les cantines au 100% bio. Aujourd'hui, c'est quelques pourcents. Il faut passer au 100% bio, tout ça en 7 ans. Ça a un coût, moi je l'ai chiffré à 700 millions d'euros. Ça a un coût, mais qui est un coût raisonnable pour un enjeu de cette taille. L'ensemble du plan, en fait, de l'aide à la conversion et pour arriver à 25% d'agriculteurs bio, des cantines, etc., c'est 5 milliards 7. Donc on voit que c'est un plan qui est tout à fait gérable, 5 milliards 7 sur 7 ans. Deuxième étape, c'est la généralisation sur une durée de 5 à 7 ans du bio. C'est-à-dire il faut passer de 25% de bio à 100%. Évidemment qu'à ce moment-là, on a changé l'enseignement agricole pour enseigner à tout le monde les techniques biologiques, les chambres d'agriculture pour qu'elles donnent les meilleures pratiques biologiques et qu'on repère les problèmes et qu'on les résolve. Mais à ce moment-là, il se passe un moment crucial. Le peuple français doit décider est-ce qu'il veut du 100% bio ou pas. Alors, le coût du 100% bio, je vous le dis, ça sera 24 milliards d'euros par an sur le budget de la France. C'est pas rien. Ça veut dire que c'est 1% du PIB de la France. Évidemment, il faut que la France soit dans un état un peu meilleur qu'aujourd'hui. Mais est-ce que ça vaut pas le coup pour sauvegarder la nature, la santé de tous les Français et surtout d'avoir un environnement durable et un environnement où la nature retrouve beaucoup plus ses droits par rapport à aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Mais c'est ce coût. Et il faudra poser la question aux Français si un tel plan est développé, parce que c'est aux Français de trancher, de prendre une telle décision. Après 24 milliards d'euros, vous me direz, quand vous voyez qu'on balance 50 milliards de boucliers tarifaires sur l'énergie parce que on veut faire des sanctions qui ne marchent pas contre la Russie, ça relativise effectivement tous les chiffres. En fait, on a une différence de rendement entre l'agriculture bio et donc une petite différence de prix de revient pour l'agriculteur. Et ces 24 milliards d'euros, ils servent à compenser la différence, en fait, de prix de revient entre les produits bio et les produits conventionnels pour l'agriculteur. C'est là-bas, chez l'agriculteur, qu'il faut faire cette subvention. On peut faire une subvention, on peut détaxer aussi les agriculteurs bio pour obtenir cette égalité de prix qui est due à la différence de rendement. Ensuite, il faudra évidemment
taxer progressivement l'agriculture conventionnelle, très peu au début, mais dire, voilà, à la fin de la période, l'agriculture conventionnelle sera très taxée, donc allez tout de suite à fond vers le bio. Ça a un intérêt énorme, c'est-à-dire qu'en même temps, on va passer au 100% bio sur une période assez longue, certes, mais on va y arriver. Et surtout, on va faire un protectionnisme technique finalement, puisque les autres pays devront avoir des normes exactement les mêmes que les normes françaises pour vendre en France. Mais surtout, les agriculteurs français, eux, seront subventionnés quand les autres agriculteurs ne seront pas subventionnés. Donc, ça va évidemment favoriser énormément les agriculteurs français qui pourront vendre au même prix et un peu moins cher que les agriculteurs étrangers. Et donc, il y aura beaucoup moins d'importations et beaucoup plus de production agricole française. Évidemment, il faudra une dérogation pour les exportateurs parce qu'il faut penser à tout. Il y a peut-être que je n'ai pas pensé à tout, mais en tout cas, il y a un problème d'exportation de blé. Vous savez que la France est un très grand producteur de blé et il exporte dans le monde entier, notamment des pays qui ont besoin comme l'Égypte, des pays du monde arabe, mais aussi dans beaucoup d'autres pays du monde, sans doute dans des pays riches qui ont moins de blé. Et donc, il faudra une dérogation temporaire pour que les agriculteurs français puissent continuer à produire du blé pour les exportations et les clients à l'acheter. Pour l'élevage, c'est assez simple en fait. On va faire la même chose pour l'élevage, c'est-à-dire, mais au lieu de passer au bio, on va passer au label rouge. Ce qui revient d'ailleurs à du bio, puisqu'ils sont nourris globalement avec des aliments bio, mais c'est un label rouge qui est un petit peu moins exigeant, mais qui donne des prix de revient qui sont raisonnables. 30% aussi du prix de revient d'une viande conventionnelle. Pareil, on fera des subventions pour équilibrer les coûts de la viande label rouge avec les coûts de la viande conventionnelle. Et donc, ces subventions font partie des 24 milliards d'euros dont je vous ai parlé. La dernière chose fondamentale, c'est d'afficher sur tous les produits 100% en France, fabriqués 100% en France, les produits agricoles ou les produits d'élevage, la viande, il y aura un petit drapeau français sur l'étiquette, très, très visible pour que les gens sachent quand ils achètent français et puissent être patriotes dans leurs achats, ce qu'ils souhaitent le plus généralement possible. Donc, c'est un plan à 24 milliards d'euros. C'est aux Français à trancher par référendum, pour moi, parce que c'est un plan trop décisif pour l'avenir, pour être laissé juste aux mains des politiciens, avec un énorme avantage, une alimentation beaucoup plus saine, puisqu'on aura une agriculture sans pesticides, un respect des animaux et un respect de la nature, aussi avec une nature qui va se régénérer. Si on arrête d'envoyer des pesticides, elle va se régénérer. Donc, une énorme amélioration de notre environnement. 500 000 emplois, entre 300 et 500 000 emplois d'agriculteurs en plus, parce qu'il faut plus de mains pour faire de l'agriculture biologique, plus d'hommes que pour faire une agriculture conventionnelle, et des agriculteurs qui vivent dignement, qui sont de nouveau totalement fiers de leur métier, parce que je peux vous dire que les éleveurs qui font des poules en cage sur 100 000 poules en cage dans un poulailler, ce sont des métiers d'une grande violence qui est très, très difficile pour eux. Donc, je renvoie à mon livre pour les gens qui veulent en savoir plus parce que je détaille beaucoup plus, il y a des chiffres, il y a des graphiques partout pour vous expliquer toutes ces problématiques. Et c'est pas simple dans une émission qui est relativement courte. Là, on a pris 50 minutes. Mais en tout cas, et c'est clair, il faudra le Frexit pour avoir une agriculture 100% biologique, parce qu'il faudra avoir une politique agricole française, vous l'avez vu. Il faudra un affichage des produits que l'Union européenne interdit aujourd'hui, l'affichage obligatoire de ce genre de choses. Il faudra un protectionnisme technique, comme je vous l'ai dit, avec des subventions pour les produits agricoles français, une détaxation. Et donc, tout cela ne peut se faire uniquement avec un Frexit. D'ailleurs, toute personne qui pense exactement le contraire que moi, qui pense que toute personne connue, qui a travaillé, qui est un expert, qui pense le contraire, je l'enjoins à faire un débat avec moi pour me montrer comment on réforme l'agriculture, comment on passe au 100% bio et au bien-être animal sans sortir de l'Union européenne. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci pour cet exposé très intéressant. Avant de passer aux questions, j'aurais peut-être ajouté le gaspillage alimentaire dans les problématiques, dans les solutions politiques. Quand vous parliez d'une différence de prix entre le prix de vente, d'achat aux producteurs puis jusqu'aux distributeurs, il y a effectivement des questions, je pense, de marge, mais il y a aussi ces questions de gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, il est de deux formes d'ailleurs. Il est dans la distribution, parce qu'on a
une distribution peut-être qui est mal foutue, puis il est chez nous aussi. Parce Oui. qu'en fait, finalement, on gaspille parfois des produits alimentaires, et ça, c'est lié à notre mode de vie, c'est-à-dire qu'on a des modes de vie où, vous voyez, des jeunes qui travaillent et qui ont un métier un peu prenant, bah, ils sortent tellement tard le soir que c'est compliqué de faire les courses le soir, quoi. Donc, ils font les courses une fois par semaine le week-end, ce qui entraîne des gaspillages alimentaires. Donc, pour réduire le problème du gaspillage alimentaire, c'est possible, mais il faut que les gens aient plus de temps pour faire plus qu'une fois les courses par semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai. Donc maintenant, nous allons passer aux questions de nos auditeurs. On a une question d'HP Caméléon qui vous demande s'il n'y a pas un risque que la collectivisation de l'agriculture se dirige vers ce que l'URSS a connu avec Trofim Lysenko. Il y a zéro collectivisation de l'agriculture, hein. En fait, tout va rester de la même manière. C'est-à-dire que là, les agriculteurs resteront des agriculteurs comme aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'ils auront des subventions pour produire bio. Alors, c'est vrai que c'est embêtant. Je suis d'accord avec vous. Ces subventions, il faudrait les faire disparaître au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des Français qui s'enrichissent avec le pouvoir d'achat, parce que c'est jamais bon de donner des subventions sur le long terme. Ça, je suis d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec du communisme ou de la collectivisation de l'agriculture. Il faut bien comprendre que c'est uniquement des subventions qui vont être données. C'est tout. Je veux dire, et des normes qui vont être faites. Mais je peux vous dire que pour tous les produits agricoles, il y a des normes. Pour les élevages, il y a des normes. Même les élevages intensifs ont des normes très précises. Vous ne dépassez pas un certain nombre d'animaux. Donc, ce n'est pas une collectivisation, mais je suis d'accord avec lui sur. Mais je ne vois pas comment faire autrement. Alors, on peut faire un peu plus de détaxation des agriculteurs, hein. Ça évitera de faire des subventions, ça revient à peu près au même. Mais on est obligé d'en passer par là parce que moi, je ne vois pas d'autres méthodes pour faire en sorte que le prix des produits bio ne soit pas beaucoup plus cher que le prix des produits conventionnels. Je pense que si on dit aux Français, on passe au 100% bio, mais vous allez payer votre alimentation 30% plus cher, je pense que c'est mort. On n'arrivera jamais à ça. Voilà. On n'arrivera jamais à avoir l'adhésion des Français si on leur dit vous allez devoir augmenter votre budget alimentaire de 30%. Voilà pourquoi j'ai proposé cette solution et j'entends ce que dit monsieur. Je pense que c'est très, très excessif, ce qu'il dit quand même. Voilà. On vous demande si, a priori, un avis sur le soutien de Claude Bourguignon sur la pratique pseudo-scientifique de la biodynamie. Est-ce que vous connaissez ce concept? Je connais la biodynamie, que la Lune, par exemple, que les cycles de la Lune puissent avoir des impacts sur les plantes, sur les montées de sel, etc. Écoutez, j'en sais rien, ça me paraît pas du tout impossible. Je vais vous dire, ça a un effet sur mon sommeil parfois, la pleine lune. Donc, que c'est un effet sur les plantes, c'est tout à fait possible. Par contre, je ne me prononcerai pas sur la biodynamie en général. Après, il y a des gens peut-être qui, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des gens qui en font un peu une pratique magique, quoi. Enfin, qui sont sur une pratique pas magique, mais rituelle. Mais finalement, c'est un problème. Moi, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que vous connaissez les travaux de verre de production? C'est une question de Bam Mevla. De verre de production, c'est sur la culture sur sol vivant. Oui, la culture sur sol vivant, c'est le but de ce qu'on a expliqué, et notamment de la méthode Bourguignon, hein, qui est une méthode de beaucoup d'autres gens. Cette méthode spécifique, je ne la connais pas, par contre, hein, franchement. Ok. Mais toutes les méthodes sont bonnes à prendre, hein. Si elles donnent des résultats, toutes les méthodes sont bonnes. Bon, on a des questions un peu plus ironiques par rapport au fait que donc de Mega Duanra qui demande si l'UE dans sa grande sagesse n'avait pas interdit les glyphosates, ce qui a été effectivement le cas, non? En fait, l'Union européenne, tous les 5 ans, se pose la question d'interdire le glyphosate. Et tous les 5 ans, elle répond non à la question en disant on ne peut pas. Voilà. Donc l'Union européenne n'interdira jamais le glyphosate parce que si vous voulez, imaginez que l'Union européenne interdise le glyphosate. On va répondre sérieusement à la question ironique. En fait, ça va faire monter légèrement les prix, notamment des grandes cultures comme le blé en France. Mais c'est les quelques pourcents ou les 10% d'augmentation, 5% d'augmentation du prix que ça va faire. En fait, si on interdit les herbicides, eh bien, si vous voulez, si vous n'êtes pas préparé, avec une compétition mondiale, forcément, le prix du blé américain sera moins cher et ça va détruire les agriculteurs européens.
Donc voilà pourquoi l'Union européenne, étant pour le libre-échange, étant contre toute solution protectionniste, ne pourra jamais réaliser en fait une agriculture biologique. Là, ils ont un projet d'agriculture biologique, d'augmenter l'agriculture biologique de la ferme à la fourchette. J'ai regardé ce projet, c'est un projet magique. Ils vous disent, en gros, on va décréter ça et le marché va réaliser cela, les agriculteurs vont le faire et tout va bien se passer. Bon, comme pour le marché européen de l'électricité, l'énergie et tout ce que touche l'Union européenne, évidemment que tout va mal se passer parce que c'est toujours les mêmes méthodes. On a une question de Chando qui vous demande s'il y a eu des nouveautés sur le scandale du chlordécone. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, il n'y a pas de nouveau. Là, très récemment, non. Il n'y a pas eu de choses très récemment, mais il y a quelques mois, je crois que il me semble que la justice a dit que la France n'avait pas indemnisé. Il y a eu une histoire sur l'indemnisation du chlordécone. Pour expliquer, le chlordécone rapidement à ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pesticide qui a été utilisé pour les bananiers, donc notamment dans les îles Martinique, Guadeloupe, etc., en France, et finalement qui est un pesticide très persistant et qui empoisonne les sols et apparemment qui cause des maladies extrêmement graves et chroniques aux habitants de ces régions. Et donc, ça montre tout le danger des pesticides et de les utiliser. Très clairement. Et évidemment, vu que ça touche une grosse partie de la population, c'est difficile pour les gens de se faire indemniser, comme d'habitude, des maladies qu'ils ont eues. Voilà pourquoi il vaut mieux prévenir en se passant des pesticides que, entre guillemets, guérir. Donc, d'après vous, une agriculture durable, ce serait la solution pour la France, avec des solutions politiques et en fait des sous-solutions, mais la plus importante, ça serait vraiment ce Frexit. Comment vous le verriez concrètement? Imaginons qu'on arrive à avoir un Frexit. Est-ce qu'il y aurait un ministère de l'Agriculture qui serait en charge de ces grandes questions de transition agricole en France? Et puis surtout, comment les agriculteurs seraient accompagnés dans leur transition, parce que il y a forcément des impacts économiques et puis professionnels pour les gens qui sont notamment dans ces dynamiques d'agriculture intensive ou d'élevage intensif. Tout à fait. C'est une question intéressante. La première chose qu'il faudrait faire, si un Frexit, c'est de donner un bol d'oxygène à nos agriculteurs, avant même de réaliser ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions pour que nos agriculteurs respirent, parce que là, comme le disait Jean-Baptiste Moreau, ancien député macroniste, l'agriculture française est dans un état extrêmement grave. Elle est pas vraiment dans un état extrêmement mauvais. Il y a plein d'agriculteurs qui sont mal. Les agriculteurs, en plus, sont relativement âgés parce que personne ne veut prendre la suite. Donc, il faut trouver des solutions économiques diverses et variées pour qu'ils s'en sortent mieux, notamment avec des affichages obligatoires sur tous les produits alimentaires, quand ils sont 100% français, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, etc. Enfin, toutes les solutions seront bonnes à prendre sur ce sujet-là, quand des Frexiteurs reprendront le pouvoir. D'abord, pour faire respirer nos agriculteurs et qu'ils aillent mieux. Et après, dans un deuxième temps, effectivement, je pense, moi c'est mon avis, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin notamment, il faudra faire un plan en 2 phases pour passer à l'agriculture biologique de façon d'abord douce, puis importante dans un deuxième temps. Et je pense qu'il faut effectivement, ça sera le but du ministère de l'Agriculture et aussi d'une cellule de planification. C'est ce qu'on a toujours fait en France, hein, et avec beaucoup de succès quand on a lancé les programmes sur l'aviation qu'on conduit à Airbus, ou sur les fusées comme Ariane, ou sur les centrales nucléaires. En fait, c'est de la planification finalement qui permet à des résultats comme cela. Alors, pour les aides aux agriculteurs, c'est les aides à la conversion au biologique qui doivent être là. Pour les aides techniques, s'ils ont besoin de savoir-faire, eh bien, vous savez, il faut juste aider à diffuser les meilleures pratiques qu'ont trouvé les agriculteurs qui sont aujourd'hui en biologique. Et il y a plein de gens qui ont des idées extraordinaires pour cela. Mais il faut faire en sorte qu'ils puissent les diffuser dans les chambres d'agriculture. Au lieu de faire venir l'agrobusiness, les chambres d'agriculture devront faire venir des gens qui partagent leur expérience longue d'agriculteur biologique. Il faudra que ces gens aillent dans les lycées agricoles, même s'il y a déjà des choses dans les lycées agricoles et dans les études agricoles sur le biologique, mais il faudra pousser ça de façon importante. Et c'est comme ça qu'on développera la connaissance,
répandra la connaissance et qu'on pourra vraiment changer de système. Mais évidemment, les agriculteurs seront accompagnés de A à Z et ils seront favorisés dans les étals et dans les magasins français pour qu'ils arrêtent de souffrir d'un niveau de vie qui est absolument anormal par rapport au niveau du travail et à la difficulté de leur travail. On a une question de Combietso qui demande si vous auriez des idées pour pousser et favoriser les circuits courts en distribution et la consommation locale. Je suppose que c'est avant qu'il y ait un hypothétique Brexit, pardon. Tout à fait, mais même si y a le Frexit et qu'on met ce plan en place, pousser les circuits courts, c'est une très bonne idée, quoi, très clairement. C'est une très bonne idée. Moi, j'aimerais bien étudier avec des hauts fonctionnaires, est-ce qu'on ne pourrait pas faire, plutôt qu'un seul Rungis, des petits Rungis locaux, vous voyez, pour chaque département, avoir des endroits où on peut centraliser la vente et l'achat entre producteurs et grossistes ou consommateurs ou magasins pour avoir des choses plus locales. Pour la vente directe de produits par les agriculteurs, comme ça se fait dans des fermes, dans des magasins qui sont soit dans des fermes, soit dans des magasins où plusieurs agriculteurs se regroupent, ils vont vendre leurs produits à tour de rôle en faisant un jour chacun par semaine. Ça, c'est des solutions super intéressantes. Alors, la question, elle n'est pas simple, hein. Des idées pour cela, moi, je dirais qu'il faut absolument que tous les maires et tous les élus locaux soient sensibilisés à ça et puissent aider au maximum ce genre de structure. Ça, c'est très intéressant. Après, il n'y a pas d'idée miracle et c'est pas… moi, je suis preneur de toutes les idées. Je voyais cette idée-là pour favoriser les circuits courts. Parce qu'après, finalement, c'est les gens qui décident. Hein. C'est les citoyens qui décident, les Français qui décident. Et je ne peux pas imposer aux Français de plus jamais aller chez leur primeur du coin et uniquement de se déplacer vers des circuits courts. Donc, il faut garder un équilibre entre liberté et volonté politique. Donc, trouver des moyens d'incitation, c'est le meilleur moyen. Nous terminerons donc sur cette réponse. Merci, Monsieur Murer, pour votre temps et ces explications et ces pistes. Merci. Écoutez, j'espère que vous m'entendiez bien parce que là, j'ai pas encore de réseau assez puissant et j'espère que la conférence était intéressante et que voilà. Maintenant, il faut donner un peu d'espoir. Il faut un petit peu chercher des solutions. Il faut pas un peu, même beaucoup, chercher des solutions pour se sortir de la mélasse dans laquelle on est à tous les niveaux, agriculture, économie et même la guerre. Et merci au Cercle Aristote pour tout votre travail d'éducation populaire et de transmission des connaissances. Bonne soirée à tous. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.